Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci d'être à ce podcast organisé de la maison. Je vous remercie d'être ici cet après-midi. Et cet après-midi, en fait, on va parler du référencement organique. Pourquoi on a décidé de parler du référencement organique? Parce que présentement, votre entreprise est probablement fermée comme pour plusieurs entreprises. Et c'est ce qui va... et le référencement organique, dans le fond, c'est quelque chose que vous pouvez faire maintenant et qui va pouvoir améliorer votre site et aller chercher des ventes supplémentaires pour vous. C'est une action que vous pouvez entreprendre vous-même. C'est une action qui ne coûte pas d'argent pour vous. Donc, on s'est dit que c'était vraiment la meilleure chose en ce moment, en ce temps de coronavirus. Donc, avant de commencer la présentation officiellement, par contre, j'aimerais remercier le CQCD. Mon remote ne fonctionne pas en passant. Oui, là, ça fonctionne. Donc, j'aimerais remercier le CQCD, donc le Conseil québécois du commerce de détail, parce que c'est eux qui ont organisé ce podcast-là. C'est un organisme qui offre plein de services pour le commerce de détail et c'est ce qu'ils ont trouvé qui serait la bonne chose à faire en ce moment de coronavirus. Avant de commencer aussi, je veux juste vous parler un petit peu de moi. Moi, mon nom, c'est Martin Aubry. Je suis expert en marketing, consultant en marketing, marketing numérique. Ça fait une quinzaine d'années que je fais ça. Et puis, durant les 15 dernières années, j'ai rencontré environ 200 entreprises que j'ai pu conseiller sur plein de sujets différents. Aujourd'hui, on va parler de référencement organique, mais je travaille aussi beaucoup au niveau des infolettes et puis je travaille aussi beaucoup au niveau du référencement organique. Donc, notre thématique d'aujourd'hui. Voici un plan de la présentation, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Je tiens à vous mentionner qu'à tout moment, vous pouvez poser des questions. J'ai ma collègue Sarah qui est ici et qui va pouvoir m'envoyer les questions ici sur l'iPad que vous pourriez avoir. Donc, j'ai une petite case sous votre écran qui est faite expressément pour ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, à qui ça s'adresse cette présentation-là? En fait, si vous avez un site web, vous êtes un public cible. C'est sûr que nous, on a une orientation peut-être un petit peu plus commerce de détail dans cette présentation-là, mais c'est quand même des concepts qui vont être applicables pour la très, très grande majorité des sites web. Puis ce sont des choses que vous allez pouvoir réutiliser très certainement, même si vous n'êtes pas directement dans le commerce de détail. Je veux aussi vous mentionner que si vous posez des questions, même si vous êtes en rediffusion, si vous regardez ce podcast en rediffusion, les questions vont quand même se rendre et vous allez avoir une réponse à vos questions. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va aborder exactement? En premier point, on va aborder les bases du référencement organique. Donc, la première chose qu'on doit regarder quand on fait du référencement organique, donc c'est peut-être la base du référencement organique, mais une chose que je peux vous mentionner, c'est que j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises et c'est très rare que les bases du référencement organique sont sans reproche pour un site web. Donc, et puis honnêtement, vous allez aller chercher beaucoup d'impact juste en revoyant les bases de votre référencement organique, surtout si vous pensez que vous avez surtout si vous dans le fond, réalisez que vous avez des défaillances à ce niveau-là. Ensuite, on va parler des outils d'analyse de référencement organique. Une fois qu'on a fait les bases, on doit aller un petit peu plus loin. On doit aller dans un côté qui est un petit peu plus technique. Je ne veux pas nécessairement faire du technique aujourd'hui, mais on doit aller un petit peu plus loin. Puis pour ça, je vais vous parler des outils d'analyse ou des informations qu'on peut aller chercher avec ça. Ensuite, on va parler spécifiquement comment on fait pour améliorer le référencement organique d'un site de e-commerce. Donc, des stratégies qui vont s'appliquer directement pour les sites de e-commerce. Et finalement, on va discuter de comment attirer des visiteurs grâce à des articles de blog. Donc, quand je parle d'attirer des visiteurs, évidemment, je parle d'attirer des visiteurs avec un gros volume. Je sais que certainement beaucoup d'entre vous qui ont déjà essayé des blogs, puis vous vous dites que ça ne fonctionne pas. Il y a une recette pour que ça fonctionne et puis je vais en discuter avec vous bientôt. Donc, j'espère que vous avez votre bouteille de Purell pas trop loin et que votre antivirus est actif sur votre ordinateur. On est prêt à commencer. On va commencer avec les bases du référencement organique. Donc, on va commencer par discuter de
qu'est-ce que le référencement organique? En fait, le référencement organique, c'est assez simple. Tout trafic qui vient d'un moteur de recherche et qui atterrit sur votre site Web. Donc, dans 98% des cas, à peu près, ça va être Google. Et c'est bon aussi du référencement organique. En fait, c'est votre nom d'entreprise. Évidemment, si votre nom d'entreprise est tapé dans Google et que quelqu'un clique sur votre lien, bien là, à ce moment-là, ça compte pour du trafic organique. Les médias sociaux, ce n'est pas du référencement organique. Les publicités, ce n'est pas du référencement organique. Et même si quelqu'un tape votre URL directement dans Google, ce n'est pas du référencement organique. Du référencement organique, il faut vraiment passer par un moteur de recherche avant. Évidemment, le référencement organique, comme je mentionne en deuxième point, ça devient un canal de vente qui est vraiment intéressant quand vous réussissez à vous classer pour des mots-clés qui ne sont pas reliés à votre nom d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une entreprise qui s'appelle XYZ, si je vais dans Google et que je tape XYZ, bien à ce moment-là, c'est un trafic qui est facile pour vous à aller chercher parce que c'est votre nom d'entreprise puis vous vendez à des gens que vous connaissez. Ce qui devient intéressant, c'est vraiment quand une personne recherche un produit ou recherche un service, tape le nom du produit, tape le nom du service, c'est pas relié à votre nom d'entreprise, et c'est le lien de votre entreprise qui sort en haut et qui vous amène du trafic. Donc, toute cette présentation-là, en fait, est vraiment basée pour que vous vous retrouviez en haut de cette liste-là. Donc, j'ai un petit diagramme ici que j'aimerais que vous regardiez. J'ai regardé beaucoup de statistiques, de chiffres de référencement organique, pas en fait de référencement organique, mais de vente sur le web. Comme je vous disais tantôt, j'ai conseillé plus de 200 entreprises, donc j'ai eu accès à une foule de données. Tous les sites de e-commerce que j'ai vus qui sont rentables et qui sont profitables ont tous un référencement organique qui est excellent, en fait, qui est au moins très, très bien. Si vous regardez, généralement, ce que je vois dans Google Analytics, ça ressemble à peu près à ça. Donc, vous allez aller chercher à peu près 30 à 40 des ventes de votre site Web en référencement organique. Vous allez chercher environ 30 en publicité, un autre 20 avec vos infolettes et une autre partie qui est autre, donc d'autres canaux de distribution. Donc, vous notez, et puis évidemment, c'est un ordre de grandeur, c'est selon des estimations, mais chaque industrie est différente, donc ce n'est pas nécessairement le cas pour votre entreprise. Par exemple, si vous vendez un produit qui est très, très visuel, comme par exemple des maillots de bain ou des vêtements, bien, il est fort probable que votre section haute, qui inclut les médias sociaux, soit plus importante que là-dessus. Donc ça, c'est, je vous dirais, en général. Donc, et puis une chose que vous devez remarquer aussi, c'est que oui, le référencement organique vous amène beaucoup de ventes, mais en plus de ça, ça vous offre des très bonnes marges de profit. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de coût. Quand vous faites de la publicité, il y a un coût d'acquisition à cette clientèle-là. Le référencement organique, vous n'en avez pas de coût d'acquisition, donc ça représente 30 à 40 des ventes, mais des fois, ça représente 60 à 70 des profits d'une entreprise. Donc c'est vraiment un aspect qui est très important quand vous faites de la vente, quand vous faites du e-commerce. Puis si vous remarquez aussi, les médias sociaux sont très peu importants. C'est plutôt rare qu'on va voir un site web qui a plus que 5 des ventes qui viennent des médias sociaux. Donc, pourquoi je veux vous montrer ça? Parce que la question que vous devriez vous poser, en fait, c'est est-ce que vous investissez le temps au bon endroit dans votre site web? J'ai des gens, des fois, qui vont passer 10 heures par semaine sur leurs médias sociaux, mais que 60 des ventes viennent du référencement organique ou viennent d'ailleurs, ou ça représente 10 de leurs ventes. Donc, mettez le temps où c'est le plus rentable pour vous. Puis le référencement organique est définitivement un endroit où c'est rentable. Les titres de page SEO. Donc, on va commencer tout de suite avec l'élément qui est le plus important pour le SEO. Donc, c'est le titre de page SEO, le meta-title dans certains cas, ça peut changer d'un logiciel à l'autre. Je tiens à vous mentionner que c'est quelque chose que vous pouvez modifier très, très simplement. Si vous avez accès à votre panneau d'administration sur votre site Web,
bien, il y a un endroit très simple dans chacune des pages où vous pouvez modifier votre titre SEO. Si vous êtes un site d'e-commerce, bien, directement dans vos pages de produits, vous allez avoir un endroit où vous pouvez modifier votre titre SEO. Donc ça, c'est quelque chose qui est très simple à faire. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Et si vous le faites, moi, mon but, en fait, c'est qu'après cette rencontre-ci, bien, que vous alliez tout de suite modifier votre titre SEO, parce que si vous avez des faiblesses à ce niveau-là, ça va vous aider grandement, puis ça pourrait vous aider assez rapidement aussi. Donc, le titre SEO, c'est quoi? Bien, en fait, quand vous faites une recherche dans Google, c'est le lien, la petite ligne bleue que vous pouvez cliquer qui s'affiche. Donc, ça, c'est la façon de savoir c'est quoi votre titre SEO, c'est ça. Une autre façon aussi qui est très simple, si vous avez Chrome, par exemple, vous pouvez afficher, vous pouvez en fait montrer votre curseur et puis, si vous le laissez sur le tab de la page, votre titre SEO, à ce moment-là, va apparaître. Donc, on avait une question de Jean-Philippe. Le référencement représente quelle part de vos revenus? En fait, comme je disais, ça varie d'un endroit à l'autre, mais ça peut représenter environ 30 à 40 des revenus. Donc, merci pour la question, Jean-Philippe. Donc, le titre de page SEO. Souvent, je vais vous faire une petite confidence, souvent, je vais chez un client, on fait juste modifier les titres de page SEO et puis on se retrouve à avoir une augmentation du trafic au bout de quelques mois de 25, 30, 40 Donc, si vous ne faites que modifier ça et que vous l'améliorez, c'est sûr que vous allez améliorer le trafic sur votre site, puis le trafic et vos ventes par ricochet. Donc, les titres de page SEO. Chaque page web possède son titre SEO. Donc, oui, si c'est une page de produit, il y a un titre SEO, mais si c'est une page de contact, si c'est une page d'information, peu importe la page, chaque page a un titre SEO. S'assurer que les titres de page et de produits contiennent des mots-clés décrivant mieux le contenu de la page. En fait, le titre SEO, qu'est-ce qu'on doit écrire dans ce fameux titre-là? En fait, c'est assez simple, on doit écrire le contenu de la page. Donc, le but, c'est de décrire qu'est-ce qu'il y a sur la page. Donc, et là, on doit le faire avec le moins de mots possible et des mots le plus précis possible. Pourquoi? Parce que si vous avez un titre SEO, normalement, on va aller chercher 50 à 60 caractères pour un titre SEO. Pourquoi un titre court est mieux? Parce que plus votre titre est court, plus vos mots vont être concentrés, plus votre titre est long, plus vos mots vont être dilués. Donc, ça va être difficile pour Google et pour les gens qui voient vos titres de savoir, OK, quel mot est le plus important si vous en avez 10, 15. Donc, on essaie toujours de réduire ça au maximum, 50 à 60, par exemple, caractères, et puis d'y aller vraiment pour les mots-clés les plus pertinents. On peut faire parfois une étude de mots-clés. Si vous n'avez jamais travaillé sur votre référencement organique et que vous n'en avez pas beaucoup, je vous dirais que ça ne vaut pas la peine. Allez-y avec le gros bon sens. Allez-y avec ce que vous pensez qui sont les termes qui décrivent mieux les produits que vous avez. Donc, si on parle des titres de page SEO, bien, décrivez le mieux possible quels sont les termes qui sont utilisés pour décrire ce produit-là. Souvent, je dis, bien, si, admettons, je ne vois pas le produit, puis si tu avais à me le décrire, puis que je te donne 5 mots pour me décrire le produit, ben, ça va probablement ressembler beaucoup à ça, votre titre SEO. Une chose qui est bien aussi quand vous avez beaucoup de titres SEO, c'est de développer une structure de mots-clés. Donc, c'est-à-dire, je décris toujours mes produits de la même façon. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, moi, je vends, je ne sais pas, je suis un magasin, je vends des assiettes, par exemple, bien, à ce moment-là, je vais écrire assiette, je vais écrire le design, la provenance de Chine ou en quoi c'est fait, par exemple. Et puis, je vais toujours utiliser ce même schéma-là pour chacun des titres SEO. Pourquoi? Parce que sinon, on devient encore là dilué sur plusieurs pages. Donc, on va se concentrer sur une partie de SEO. Quand on fait du SEO, c'est toujours un choix. Donc, faites le choix de vos mots au début, selon ce que vous pensez qui est le mieux. Et puis, par la suite, gardez toujours cette même structure-là. Vos titres SEO et vos titres de produits peuvent être différents, c'est tout à fait vrai. Par défaut, quand vous avez un titre de produit SEO, le nom de votre produit et votre titre SEO. La plupart des systèmes vont fonctionner de cette façon-là. Mais par contre, vous pouvez peut-être vouloir avoir un titre SEO qui est différent de votre titre de produit. Pourquoi vous voudriez faire ça? Bien, par exemple, si vous vendez des articles pour chats,
vous allez vouloir écrire le mot chat dans chaque titre SEO que vous avez, parce qu'il faut toujours penser à la personne qui est dans Google, qu'est-ce qu'elle va taper. Si je cherche une litière pour chat, je vais taper le mot litière puis je vais taper chat. Donc, il faut que ces deux mots-là soient là systématiquement. Sauf que si vous avez un site qui vend exclusivement des produits pour chat, la personne qui est sur le site, à un certain point, elle saisit que vous vendiez des produits pour chat, donc vous ne voulez pas alourdir votre texte en répétant constamment le mot chat. Donc, c'est pour ça que vous avez des titres de produits et des titres SEO qui sont différents. Maintenant, vous regardez ici le petit graphique. En fait, ce que je veux vous montrer avec ça, c'est que le référencement organique s'est fait beaucoup à la base avec des titres qui s'appellent, avec des mots qui sont qualifiés de long tail keyword. Je vous parle de ça, puis je vais vous montrer en fait comment on va chercher ces mots-là par la suite. Qu'est-ce que c'est un long tail keyword? En fait, un long tail keyword, c'est un mot qui est plus, c'est un terme de recherche qui est diffusé sur plusieurs mots. Donc, par exemple, c'est très rare qu'une personne va taper manteau dans Google. La personne va probablement taper manteau d'hiver, manteau d'hiver noir, manteau d'hiver noir pour homme, par exemple. Donc, tous les termes que je viens de vous donner, ce sont ce qu'on appelle des long tail keywords. On écrit des phrases ou une série de mots-clés. Bon, je vais répondre à la question de Virginie Hamel. C'est une très bonne question. Est-ce qu'on écrit des phrases ou des séries de mots-clés? Vous devez écrire une phrase, je reviens au titre SEO, vous devez écrire une phrase qui fait du sens. Donc, pas une phrase qui fait du sens pour Google, une phrase qui fait du sens pour la personne qui va taper le mot dans Google. Donc, si vous ne faites que plugger des keywords, à ce moment-là, ça ne sera pas un titre qui va être intéressant, puis ça ne sera pas un titre qui va attirer les gens. Donc, si je reviens avec mon exemple de manteau d'hiver, si je recherche un manteau d'hiver noir 3/4 pour homme, et que le titre SEO que je vois, c'est manteau d'hiver 3/4 pour homme, il y a des excellentes chances que je clique sur ce mot-là. Pourquoi? Parce qu'il ressemble beaucoup à la recherche que j'ai faite. Donc, quand vous faites une recherche dans Google, généralement, vous allez mettre une phrase qui fait du sens. Donc, vous voulez avoir une phrase qui fait du sens aussi dans votre titre SEO. Maintenant, si on revient au long tail keyword, pourquoi c'est si important les long tail? C'est parce que la très grande majorité des recherches sont faites sur ces long tail keywords-là. Donc, comment on fait pour aller chercher ces recherches-là? Et puis, c'est une bonne chose en passant parce que les mots-clés simples comme manteau, bain, etc., vont tous être pris par les majors. Les grands retailers, eux, vous ne réussirez jamais à arriver devant Home Depot pour le terme bain. On va oublier ça. Sauf que les long tail keywords vont vous permettre de vous faufiler puis d'aller chercher vous aussi votre part de référencement organique. Donc, la meilleure façon d'aller chercher des long tail keywords, c'est d'avoir des descriptions de produits complètes. Donc, c'est quoi une description de produit complète? Une description de produit complète, c'est une description qui répond à toutes les questions potentielles qu'un client peut avoir par rapport à vos produits. Vous avez un commerce, vous vendez des services, vous savez quelles sont les questions que les clients vous posent par rapport à ces produits-là. Donc, ce que vous voulez faire, c'est répondre à toutes ces questions-là dans votre description. Pourquoi? Parce que quand le client est chez vous, il vous pose la question à vous. Quand le client est chez lui, il va poser la question à Google. Donc, c'est de cette façon-là, en répondant à toutes ces questions-là, qu'on va aller chercher les long tail keywords, donc et qu'on va réussir à se référencer pour des mots qui n'ont pas nécessairement un grand volume de recherche, mais des mots qui vont vous aider à aller chercher du trafic. Donc, description de produit. S'assurer qu'on répond à toutes les questions. Je parlais d'une structure tantôt pour les points de forme. Pour les titres SEO, on peut avoir exactement la même structure aussi pour les descriptions de produits. Comme par exemple, si on parle d'un manteau, j'avais mon exemple de manteau, bon, mais
mon manteau, OK, donc mon premier point, par exemple, que je vais toujours discuter, ça va être c'est quoi le style du manteau? Est-ce que c'est un manteau 3/4, un manteau court, etc.? Est-ce que c'est un manteau pour homme, pour femme? C'est quoi la température à laquelle ce manteau-là est le plus efficace? C'est quoi la rembourrure? Tu sais, tous les éléments qui peuvent être pertinents par rapport à votre manteau. Donc, pour chaque manteau, vous abordez chacun de ces points-là. Donc, l'avantage d'avoir des points de forme, c'est que vous vous obligez à vous poser ces questions-là et à avoir une forme complète, donc à répondre à chacune des questions systématiquement. Est-ce que c'est mieux d'accorder au pluriel et au féminin? Exemple, vêtements pour femmes, robe noire ou vêtements pour femmes, robe noire. En fait, ça va avoir très peu d'impact. Allez-y avec ce qui fait le plus de sens. Je dirais que allez-y avec ce qui fait le plus de sens. C'était vrai il y a un certain temps que, on disait, il faut qu'on ait des mots-clés singuliers, pluriels, même qu'on introduisait des mots-clés avec des erreurs, parce que si les gens font des recherches avec des erreurs, ma page va être référencée. C'était peut-être vrai il y a comme 5 ou 10 ans. Maintenant, Google comprend très bien les synonymes et Google comprend très bien le singulier, le pluriel. Donc, je vous dirais que ce n'est pas un aspect qui est très important. Si j'avais à vous dire, peut-être, si vous êtes serré dans votre mot puis que ça vous permet d'entrer un mot de plus qui est pertinent pour vous, d'enlever les S, bien, faites-le à ce moment-là. Si vous pensez que votre page est mieux décrite avec les S, bien, allez-y avec le S à ce moment-là. Point suivant. Les pages de collection. J'ai une petite confidence pour vous. En fait, depuis tantôt, on parle des pages de produits pour attirer des gens sur votre site Web, mais en fait, ce qui va attirer le plus les gens sur votre site Web, ce sont les pages de collection. Alors, une page de collection, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais finir avec les pages de collection, puis je vais revenir avec la question de Jean-Philippe, ça ne sera pas très long. Donc, les pages de collection, qu'est-ce que c'est une page de collection? En fait, et pourquoi c'est si important? Donc, une page de collection, c'est une page qui ressemble à ça. Donc, c'est une page de regroupement de produits. Donc, une page dans laquelle vous allez avoir plusieurs produits. Donc, par exemple, manteau d'hiver pour hommes, avec plein d'options comme vous voyez devant vous, peut être une page de collection. Jean-Philippe mentionne, est-ce bien d'indiquer votre nom d'entreprise à la fin de chaque titre SEO? Oui, absolument. C'est très bien de le faire. Normalement, la bonne façon d'insérer votre titre SEO, ça va être d'insérer la barre droite, c'est un petit peu le standard, barre droite et votre nom d'entreprise. Si vous avez un long nom d'entreprise, ça va vous prendre beaucoup de place. Donc, si vous pouvez utiliser une version peut-être un peu raccourcie à ce moment-là, vous pouvez le faire. Mais oui, ça fait partie des bonnes pratiques de toujours insérer votre nom d'entreprise. Votre nom d'entreprise doit toujours être inséré à la fin de votre titre SEO et non pas au début. Le seul endroit où votre titre SEO doit être inséré au début, votre nom d'entreprise doit être inséré au début de votre titre SEO, c'est pour votre page d'accueil. Donc, revenons aux pages de collection maintenant. Donc, les pages de collection, c'est quoi? Donc, il peut y avoir plein de types de pages, donc des types de produits, comme je vous mentionnais, des formats, des couleurs, c'est très populaire. Par exemple, je cherche un manteau rouge, je cherche une robe noire. Et je vous mentionnais, ce sont les pages qui vont aller chercher le plus de trafic dans vos pages de collection. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de recherches qui sont répondues par vos pages de collection que par vos pages de produits. Imaginez votre canal d'acquisition. Donc, vous avez un canal d'acquisition, vous avez des gens qui sont en processus d'achat, par exemple, pour un manteau d'hiver. Donc, j'ai mon tunnel d'acquisition, j'ai des gens qui rentrent. Bon, j'ai besoin d'un manteau d'hiver. Je suis en haut. J'ai besoin d'un manteau d'hiver pour hommes. Donc, je suis plus bas. J'ai besoin d'un manteau d'hiver bientôt parce que là, on est rendu au mois de novembre. Je commence à avoir froid. Donc, je descends toujours. Et j'ai besoin d'un manteau d'hiver pour hommes. J'ai besoin d'un manteau d'hiver rouge. Et tout ça, dans le fond, tout le processus d'achat va se faire jusqu'à ce qu'on achète le produit au bas. Le dernier canal d'acquisition le plus bas, c'est quand je sais quel manteau je cherche. Donc, c'est quelque chose qui va avoir un très bon taux de conversion, mais qui va être très bas. Pourquoi? Parce que je sais, je veux tel manteau Columbia
telle marque, tel numéro, telle couleur. Donc là, je magasine ce modèle-là. Mais avant qu'on en soit à cette étape-là, on a tous passé par l'étape au-dessus. Et l'étape au-dessus, il y a un beaucoup plus grand volume de recherche pour ces étapes-là. Donc, c'est pour ça que vos pages de collection sont si importantes, parce que ces pages de collection-là vont réussir à attirer un grand volume de recherche. Puis souvent, la logique que Google va se dire, c'est si j'ai une recherche manteau pour hommes, on pense qu'on est très précis dans les recherches qu'on fait, mais on ne l'est pas parce que je lui ai pas dit c'est un manteau d'hiver, un manteau de printemps, la température. Il y a plein de renseignements que Google ne connaît pas. Donc, souvent, le réflexe de Google, puis vous le remarquez quand vous faites des recherches vous-même aussi, le réflexe de Google, ça va être de dire je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches exactement comme manteau d'hiver pour hommes, mais je vais t'envoyer sur cette page de collection-là, parce que sur cette page de collection-là, il y a 53 manteaux d'hiver. Donc, selon moi, tu vas trouver quelque chose qui fait ton bonheur à cet endroit-là. Donc, ça, c'est pour les pages de collection. Juste je veux juste revenir à l'arrière. Posez-vous la question, puis ça c'est très important, est-ce que vous avez des pages de collection qui répondent aux questions qui sont fréquemment posées dans Google? Donc, je reviens, si j'ai une page qui s'appelle manteau d'hiver, ça c'est bien. Est-ce que j'ai une page manteau d'hiver noir pour hommes? Parce que si j'ai quelqu'un qui cherche une page manteau d'hiver noir pour hommes, et que moi, je n'ai pas cette page-là, je n'ai pas une page qui a un titre SEO qui s'appelle manteau d'hiver noir pour hommes, bien, à ce moment-là, vous n'avez pas la réponse à cette question-là, et c'est un autre site qui, lui, a réponse à cette question-là, qui va gagner le trafic. Donc, c'est important, les titres SEO de vos pages de collection, mais c'est important que vous posiez la question aussi, est-ce que j'ai toutes les pages de collection sur mon site qui répondent à toutes les questions. Ça peut être des marques, ça peut être des couleurs, ça peut être des grandeurs, ça peut être, peu importe, chaque industrie est différente. Ce que je vous conseille, c'est de regarder les sites de vos concurrents. Ça va certainement beaucoup vous aider dans votre recherche d'idées de pages de collection. Maintenant, doit-on toujours... oui, ça a été répondu, cette question-là. Augmenter le nombre de liens externes vers votre site. OK. Ça, ici, c'est ce qui va faire la différence entre votre site et celui de vos compétiteurs. J'ai une autre question ici de Julie Graff. Donc, comment ajouter plus de long tail keywords dans un moteur de recherche lorsque notre site n'a que quelques pages? En fait, le nombre de pages sur votre site n'a pas vraiment d'impact. Je dirais que c'est le contenu de votre site ou le contenu de vos pages qui va avoir un impact. Donc, si vous avez quelques pages, c'est pas grave, sauf que est-ce que vous avez vraiment un contenu qui est très, très complet sur votre page? Donc, si votre contenu n'est pas complet à ce moment-là, c'est là que vous allez avoir plus de difficultés à vous classer. Donc, mettez du contenu, puis peut-être dans certains cas, on va le voir un peu plus tard, on va parler de comment attirer des gens avec des blogs. Peut-être que si votre entreprise, c'est une bonne idée pour votre entreprise d'avoir un blog, à ce moment-là, je vais pouvoir vous donner des trucs qui vont vous aider à aller chercher du trafic aussi de cette façon-là. Donc, revenons maintenant aux liens externes. Donc, maintenant, si vous faites toutes les étapes que vous faites, si, admettons, je fais exactement toutes les étapes que je viens de vous décrire et que je me dis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre des souliers Nike, je vais vendre tous les souliers Nike qu'il y a, je vais avoir un référencement qui va être meilleur, tous mes titres SEO vont être optimisés, mes descriptions vont être optimisées, tout va être optimisé top shape, ça va être même mieux que le site de Nike lui-même. Le lendemain matin, même si je mets ce site-là en ligne, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais avoir 0 visiteur. Pourquoi je vais avoir 0 visiteur? Parce que je vais avoir un site qui n'a aucune notoriété en ligne. La notoriété en ligne, c'est quoi? C'est est-ce que votre site ou comment Google voit votre site? Est-ce que Google voit votre site comme étant important, plus ou moins important ou pas du tout important?
une des façons qui a un impact majeur sur la façon dont Google va voir votre site, c'est le nombre de liens externes qui vont pointer vers votre site. Donc, un lien externe, c'est quoi? En fait, n'importe quel lien qui pointe vers votre site web qui vient d'un lien externe, d'un site web externe et qui pointe vers votre site est considéré comme un lien entrant. Donc, ça n'inclut pas, par contre, les médias sociaux, ça n'inclut pas si vous avez une infolette puis que vous envoyez des courriels, ce genre de liens-là ne compte pas dans le poids de référencement organique, mais tous les autres liens, eux, vont avoir de l'importance. Donc, la première chose à faire pour vous, c'est de regarder, est-ce qu'il y a des façons pour vous d'améliorer rapidement le nombre de liens externes que vous avez qui pointent vers votre site. Donc, je vous donne quelques exemples ici. Il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez faire, mais ceux-là, c'est déjà un excellent départ. Est-ce que vous avez des fournisseurs qui pourraient insérer un lien vers votre site? Bien, ça, en fait, si vous êtes un revendeur de produits, c'est la première chose que vous devriez faire. Vous vendez les produits de la marque XYZ. Est-ce que la marque XYZ, si je vais sur leur site, vous êtes dans la liste des magasins qui offrent le produit. Donc ça, c'est la première chose à faire. C'est une façon très simple aussi d'aller chercher du trafic pour vous. Ensuite, est-ce que vous faites partie d'organismes? Est-ce que vous faites partie de chambres de commerce, peu importe de quel organisme? Et si vous en faites partie, est-ce que ces organismes-là pointent vers votre site? Est-ce qu'on a déjà parlé de vos produits sur d'autres sites? Des fois, vous avez des influenceurs qui vont avoir un blog, comme je disais, un influenceur qui parle de vous sur les médias sociaux, pas vraiment d'influence. Au niveau du référencement organique, je devrais mentionner. Mais si vous avez des influenceurs qui ont décidé de parler de votre produit et puis qui l'ont fait à partir d'un site web, bien à ce moment-là, c'est une bonne façon de peut-être recontacter ces gens-là, s'assurer qu'il y a un backlink, un lien entrant qui va pointer vers votre site web. Si vous avez déjà demandé à des influenceurs de parler de vos produits, tant mieux. Si vous ne l'avez pas fait, mais souvent, une campagne d'influenceurs, je parle d'influenceurs ici qui vont avoir un blog et qui vont être capables d'avoir un lien qui va pointer vers votre site, va être une très belle option pour bâtir des liens entrants. Maintenant, je pense qu'on avait complété pour la section. Ah oui, un dernier point, puis ensuite je vais revenir puis je vais répondre aux questions, à quelques questions par rapport au SEO de base. Une dernière chose, améliorer votre référencement local. Est-ce que votre entreprise est sur Google, Mon entreprise? Ça, c'est absolument primordial. Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, aussitôt que le webinaire est terminé, allez le faire absolument. Donc, créez votre compte Google, Mon entreprise. Si vous avez un compte Google Mon entreprise, est-ce que ce compte-là est complet? Est-ce que les heures sont complètes? Est-ce que tous les renseignements sont là? Est-ce que vous avez ajouté des photos? Y a-t-il des commentaires sur votre compte Google Mon entreprise? S'il n'y en a pas, demandez-en. Si vous avez des mauvais commentaires sur votre compte Google Mon entreprise, quand ça arrive, s'il vous plaît, répondez. Vous devez montrer que vous êtes proactif. Est-ce que et en dehors du compte Google Mon entreprise, est-ce que vous êtes dans les pages jaunes? Est-ce que vous êtes sur Yelp? Est-ce que vous avez une page LinkedIn? Est-ce que vous avez une page Facebook Business? Donc, ce sont tous des liens que vous pouvez ajouter et qui vont vous aider particulièrement dans le référencement local. Maintenant, je vais répondre à quelques questions qu'on a ici. Qu'arrive-t-il si on modifie les titres et mots-clés plusieurs fois dans le temps? Bien, en fait, plusieurs fois, ça dépend un peu. C'est bien de garder une certaine constance, mais c'est bien aussi, dans certaines situations, de modifier vos titres SEO. Par exemple, si vous avez une promotion majeure, ça serait peut-être une bonne chose de le mentionner directement dans votre titre SEO. Rabais de 10% ou vente de Black Friday. Donc, je vous dirais qu'un des titres qui est le plus souvent modifié, ça va peut-être être le titre de votre page d'accueil pour votre entreprise. Donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en lien avec les promotions que vous avez à ce moment-là. Est-ce que les pages de collection, maintenant une question de Stéphane Baribeau, est-ce que les pages de collection et les pages par marque fonctionnent de la même façon? Oui, en fait, ça fonctionne exactement de la même façon, les pages de collection et les pages par marque. En fait, une chose que je n'ai pas précisée tantôt, que je n'ai pas parlé, puis qui est important, ça me fait penser à ce point-là, Stéphane,
Ce qui est important, c'est de ne pas faire l'erreur de confondre une page de collection et une page qui est filtrée. Une page qui est filtrée, c'est quoi en fait? C'est que si vous allez sur une page dans laquelle il y a plein de manteaux, vous allez souvent avoir la possibilité de filtrer cette page-là. Donc, je vais juste voir les manteaux 3/4, je vais juste voir les manteaux d'hiver, je vais juste voir les manteaux pour hommes. Ça vous permet de filtrer votre résultat. Cette page-là qui est filtrée n'est pas une page qui existe pour Google. C'est une page qui existe juste pour le visiteur lui-même. Donc, n'existe pas pour Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google ne peut pas la lire, ne peut pas passer dessus. Donc, ça veut dire que même si vous avez une page filtrée qui répond à une question, cette page-là n'a pas un titre SEO qui se rapporte à ce titre-là ou à ce groupe de produits-là spécifiquement. Donc, souvent, ce qu'il va falloir faire, c'est de créer des pages de collection qui vont être pratiquement identiques à vos pages qui sont filtrées. Donc, les filtres, eux, vont aider vos clients à filtrer les produits ou à réduire le nombre de choix ou d'options qu'ils ont quand ils sont sur le web. Votre page de collection va aider à répondre à des questions qui sont ou des recherches qui sont déjà préfiltrées parce que le client sait un petit peu plus qu'est-ce qu'il veut et vos pages de collection vont servir à répondre à ces questions-là. Donc, c'est important que vous ayez des pages, de ne pas confondre ces deux choses-là qui sont très différentes. Donc, généralement, les marques vont être des pages de collection. Donc, comment vous faites pour savoir si c'est une page de filtre ou une page de collection? Bien, si vous la cherchez sur Google, est-ce que vous la trouvez ou pas? Si vous ne la trouvez pas, bien, c'est parce que c'est une page qui est référencée, c'est une page qui est filtrée, non pas une page qui va être référencée comme une page de collection. Est-ce possible de créer des pages cachées seulement pour le référencement organique, pour le SEO? En fait, oui, ça peut être une possibilité. En fait, je vous dirais qu'une des choses qui va souvent être proposée, c'est que si vous avez beaucoup de produits sur votre site Web, à un moment donné, vous allez vous retrouver à être réduit un petit peu au nombre, par rapport au nombre de liens que vous avez sur votre site que vous pouvez atteindre. Donc, vous ne pouvez pas vous retrouver avec un menu avec 150 options différentes. Donc, souvent, on va y aller pour ce qui fait le plus de sens. Par contre, si vous pensez qu'il y a un volume de recherche qui est suffisant pour créer ces pages de collection-là, là, à ce moment-là, vous pouvez créer une page de collection qui ne sera pas reliée à votre menu. Donc, ce n'est pas réellement une page cachée parce qu'elle existe. C'est juste que vous ne pouvez pas l'atteindre à partir de votre menu sur votre site Web, mais pour Google, elle va exister. Et s'il y a des questions qui sont posées et que votre page est bien référencée, bien, Google va pouvoir la proposer à des visiteurs éventuels. Donc, ça, il y a beaucoup de sites comme Home Depot, Best Buy qui vont utiliser ce genre de pratique-là. En même temps, c'est important de ne pas y aller dans un autre extrême et de créer des pages de collection à n'en plus finir. Parce que si vous créez une tonne de pages de collection qui ne suscitent aucun trafic, bien là, à ce moment-là, vous allez diluer la force de référencement organique de votre site. Donc, et vous voulez éviter ça le plus possible. Donc, et une dernière question avant de passer à la prochaine section. Vaut-il mieux faire le référencement en anglais et en français des titres SEO bilingues? En fait, et puis ça, c'est important parce que s'il y a des gens qui sont sur Shopify, c'est particulièrement important de le faire parce que c'est une erreur que je vois souvent dans Shopify. Vous devez absolument avoir une page en français et une page en anglais. Et cette page en français et en anglais doivent avoir des URL différentes. C'est-à-dire que dans votre page, dans vos URL en haut, vous devez avoir une page qui est différente. Donc, ça veut dire quoi? Ça va être souvent, ça va ressembler à non-entreprise /fr pour français / suite de la page. Si vous avez la page en anglais, vous allez avoir /en et suite de l'URL. Pourquoi? Parce que chaque page est codée pour avoir une seule langue. Donc, si vous avez une page qui a deux langues, bien, en fait, Google va ignorer une de vos deux langues et vous n'allez pas avoir de trafic aucun. Premièrement, vous n'aurez pas une page optimisée parce que vous allez utiliser des termes en français et en anglais dans votre page SEO. Et puis, en plus, vous allez être pénalisé parce que, dans le fond, votre titre va être mal référencé, puis vos pages de produits aussi vont être mal référencées
mal référencés. Pourquoi je parlais de Shopify? Parce que Shopify a des outils de traduction qui sont très bien, mais c'est important que les outils de traduction soient utilisés et qu'ils pointent vers un sous-domaine particulier. Souvent, les outils de traduction qui sont des applications que vous pouvez aller chercher facilement dans le site, dans le App Store de Shopify, ces applications-là vont offrir l'option, mais par défaut, ne vont pas le faire. Et puis là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des pages qui vont être bilingues pour la personne. Donc, le visiteur, lui, ne verra pas la différence. Mais comme tout est fait sur le même URL, bien là, à ce moment-là, votre page va être référencée seulement dans une langue par défaut, qui va être la langue par défaut de votre magasin. Donc, ça, c'est important, particulièrement pour les gens qui sont sur Shopify, de vous assurer que vous avez des sous-domaines différents pour vos langues. Si vous êtes sur WordPress, puis que vous utilisez un outil comme WPML, par exemple, par défaut, va le faire. La très grande majorité vont le faire. Avec Shopify, il y a cette petite particularité-là qu'il faut garder en tête. Maintenant, outils d'analyse de référencement organique. Je tiens à vous en parler parce que là, on va entrer dans des zones qui sont un petit peu plus avancées, qui vont être un petit peu plus techniques. Puis, on a besoin d'informations supplémentaires et ces informations-là supplémentaires, on va les chercher avec des outils d'analyse en référencement organique. Donc, c'est important que vous compreniez, en fait, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, c'est quoi les informations qu'on peut aller chercher. Ça, c'est ce que je vais vous parler dans cette section-là. Après, on va voir comment vous pouvez utiliser, comment on fait pour utiliser ces données-là, puis qu'on met ça en marche pour améliorer, passer à l'étape suivante au niveau de votre référencement organique. Donc, les outils d'analyse SEO. Soit dit en passant, si vous faites affaire avec quelqu'un qui fait du référencement organique et qui ne connaît pas des outils de référencement organique ou des outils de référencement de mots-clés, c'est déjà c'est un petit drapeau rouge que vous devriez peut-être regarder pour quelqu'un d'autre parce que normalement, si on fait du SEO avancé, le moindrement, on est obligé d'avoir des outils qui vont vous aider à avoir ces informations-là. J'en ai deux ici que je vous propose, mais que moi j'utilise, mais qui ne sont pas nécessairement, qui seront peut-être plus ou moins utiles pour vous si c'est seulement pour votre site web, mais c'est pour vous mentionner que ces outils-là existent. Vous pouvez faire des essais, puis aller. Je pense que Ahrefs particulièrement va avoir peut-être un 14 jours d'essai gratuit, donc ça vous permet peut-être de voir quelles informations vous pouvez aller chercher avec votre site web, mais sachez que ce sont des outils qui sont quand même relativement dispendieux. Généralement, ça part à 100 $ américains par mois pour avoir ces outils-là. Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose qu'on utilise sur une base assez fréquente pour les utiliser. Donc, c'est quoi les informations qu'on peut aller chercher avec ces outils-là? Évaluation du trafic organique. Bon, vous pouvez évaluer le trafic organique d'un site avec ces outils-là, vous pouvez évaluer le trafic organique d'une page, vous pouvez évaluer le trafic organique d'une section d'un site. Alors là, je suis sûr, vous vous dites peut-être, oui, dans Google Analytics, j'ai déjà toutes ces informations-là. Et c'est vrai que vous l'avez dans Google Analytics, toutes ces informations-là. Et puis, en plus, ces outils-là, en fait, c'est une évaluation. Donc, c'est une évaluation du trafic organique seulement. Donc, pas de publicité, rien d'autre. Là. Je ne l'avais pas précisé, je tiens à le faire. Donc, c'est une évaluation du trafic organique. Donc, c'est quoi l'avantage d'utiliser cet outil-là? C'est qu'en fait, vous pouvez le faire. C'est que la différence, c'est que Google Analytics va vous donner les informations pour votre site à vous seulement. Un outil comme Ahrefs ou SEMrush va vous donner les informations pour tous les sites que vous pouvez imaginer, dont en particulier les sites de vos compétiteurs. Tu sais, souvent, les gens se posent la question, je ne sais pas, mon compétiteur, ça a l'air de quoi son référencement organique ou combien il va chercher de vendre. Bien, ça, ce sont d'excellents outils pour évaluer ça. Donc, le volume de trafic, la liste des mots-clés. On peut aller chercher aussi la liste des mots-clés pour lesquels les sites sont référencés. Donc, on parle de nombre de mots-clés ici, on parle du rang aussi dans lesquels se retrouvent ces mots-clés-là. Donc, est-ce que mon concurrent est référencé pour tel mot-clé, mais il est référencé où? Est-ce qu'il est en position 25? Position 25 étant la deuxième page de Google, parce que quand vous faites une recherche, il y a 10 résultats sur une page. Donc, si vous êtes en position 25, bien, probablement qu'il va chercher à peu près 0 trafic organique. Ou est-ce qu'il est au rang numéro 5? Quelle est l'estimation du trafic qu'il va chercher? Donc, avec chacun des mots-clés, quel est le volume mensuel de recherche pour certains mots-clés? Donc, ce sont des outils qui sont très, très pratiques.
Maintenant, un autre aspect important, tantôt on en a parlé au niveau du nombre de liens entrants, c'est un aspect qui est extrêmement important et je vous ai donné quelques trucs pour aller chercher aussi des liens entrants à en ajouter sur votre site web. Mais une des excellentes façons de le faire, c'est de regarder quels sont les liens entrants qui vont vers vos compétiteurs. Parce que si vos compétiteurs ont réussi à créer des liens entrants vers leur site à eux, bien, si vous faites la même chose, il y a de très bonnes chances que vous puissiez aller chercher ces mêmes liens-là vous-même. Donc, c'est une excellente façon d'aller chercher des idées pour aller chercher des liens supplémentaires. Donc, on peut avoir la liste complète en fait, du nombre de liens, mais aussi de l'endroit où ces liens-là se retrouvent, la page exacte, et où on a aussi le nombre de liens brisés. Les liens brisés, c'est particulièrement important. Ça, c'est une chose qu'on fait systématiquement, on fait une évaluation de référencement organique. On doit regarder s'il y a des liens brisés. Un lien brisé, c'est quoi? C'est qu'il y a un site web qui pointait vers votre site à un certain moment donné, vers une page particulière, vers un produit, vers un service. Pour une raison ou une autre, l'URL a changé de ce produit-là. Par exemple, vous avez optimisé votre SEO, puis il y a une redirection qui n'a pas été faite en changeant votre URL, ou tout simplement le produit n'existe plus, vous l'avez enlevé. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que ce lien-là, qui venait d'un autre site web, pointe vers votre site, mais là, maintenant, on va se retrouver avec une erreur de page 404. Donc, à ce moment-là, c'est important de faire une redirection. Donc, la première étape qu'on va faire, c'est regarder est-ce qu'il y a des liens brisés. S'il y a des liens brisés, on va faire des redirections. Un autre aspect aussi qui est super important, est-ce que votre adresse de site web, votre adresse URL a changé pour une raison ou une autre? Des fois, les entreprises vont changer l'adresse URL par défaut de leur site web. Si ça vous est arrivé, est-ce qu'à ce moment-là, les liens que vous aviez qui pointaient vers votre ancien URL ont été redirigés vers les pages correspondantes, les nouvelles pages correspondantes vers votre site? Si ça n'a pas été fait, vous avez peut-être perdu une tonne de trafic, une tonne de liens entrants parce que vous avez tout simplement pas fait la redirection. Une autre chose aussi, si vous avez déménagé votre site web, une chose que je vois souvent aussi puis qui est une erreur assez fréquente, c'est que j'ai des liens entrants qui vont pointer vers plein de pages différentes sur mon site web. Et puis, quand on fait la redirection, on dit, bien, finalement, tous ces liens-là, on envoie ça vers la page d'accueil. Alors que ce n'est pas la bonne chose à faire. On doit toujours rediriger vers la nouvelle page correspondante sur votre site. Donc, ça, c'est particulièrement important. Donc, ça, ce sont des choses qu'on doit faire systématiquement quand on fait une évaluation du référencement organique pour un site. Maintenant, améliorer le référencement organique d'un site d'e-commerce. Donc ça, c'est vraiment spécifique pour des pages de produits, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de ces concepts-là que vous allez pouvoir reprendre et utiliser aussi pour d'autres types de sites, que ce soit des services ou même des sites informationnels ou de blogs. Donc, j'aimerais ça que vous regardiez un petit peu. Donc, en fait, c'est quoi la différence de ce qu'on faisait avant et de ce qu'on va faire maintenant? En fait, c'est qu'on va avoir une stratégie de référencement ciblée. Avant, on essayait d'améliorer tout votre site web. Là, maintenant, une fois que ça c'est fait, que cette étape-là est passée puis qu'on est correct, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'améliorer certains endroits spécifiques de votre site web. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une stratégie de référencement ciblé. Donc, au lieu d'essayer de monter tout le site, on va juste y aller section par section. Donc, pour faire ce genre de stratégie-là, par contre, c'est sûr que vous devez avoir un minimum de référencement organique, de trafic organique. Donc, on parle, là, je dirais, minimalement d'avoir 1 000 visiteurs par mois. J'aime bien travailler quand on a 2 000, 3 000, parce qu'on a plus de data à ce moment-là. Puis ça nous permet d'élaborer des stratégies qui vont être plus à point, puis qui vont être mieux ciblées pour l'entreprise. Maintenant, le graphique que vous voyez devant vous, c'est le pourcentage de recherche que vous allez chercher selon le rang où les mots-clés se retrouvent. En fait, je dis les mots-clés, mais je devrais dire les pages. Donc, si vous regardez ici, en fait, ce que ça veut dire, ce graphique-là, ça veut dire que 35% du trafic que vous allez chercher va se retrouver en page, va être le premier lien sur votre page de recherche Google. Donc, si, admettons, je cherche manteau d'hiver, j'ai 10 résultats qui sortent. 35% des clics qu'il va y avoir sur un de ces liens-là, c'est sur le premier lien.
10-12 sur le deuxième lien, 10 sur le troisième lien, et puis ça s'en va en descendant comme ça. Donc, généralement, la position 4 à 10, donc c'est-à-dire votre quatrième à 10e lien sur votre page dans Google, devrait aller chercher peut-être à peu près 25-30 de votre trafic, peut-être même moins dans certains cas. Donc là, moi, ce que je vous dis, c'est concentrez-vous sur les mots-clés qui sont classés entre les positions 4 et 10. Donc, pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi c'est logique de faire ça? Ici, j'ai l'aspect visuel des positions 4 à 10. En fait, je dirais même que ça, c'est les positions 3 à 10. Donc, ça, c'est visuellement dans Google les positions sur lesquelles vous voulez travailler. Donc, vous vous rappelez, on a nos outils de référencement organique. Donc, c'est une information à laquelle on a accès. Je peux savoir avec un outil de référencement organique quels sont les mots pour mon site web qui se retrouvent entre les positions 4 à 10. Donc, pourquoi on veut se concentrer sur les positions 4 à 10? Parce que ces mots-là sont tout près d'aller chercher, ces mots-là et ces pages-là, en fait, ces liens-là, sont tout près d'aller chercher beaucoup de trafic organique, mais présentement vont en chercher pas tant que ça. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon mot-clic, s'il est en position 5-6, si je suis capable de le bumper puis d'aller le remonter en position numéro 3, son trafic va peut-être doubler, va peut-être tripler. Donc, ce sont des mots-clés qui n'ont pas beaucoup de trafic présentement, mais qui sont tout près d'aller en chercher beaucoup, énormément. Donc, c'est ces mots-clés-là sur lesquels on veut travailler. Donc, ça veut dire quoi? Donc, les mots-clés entre les positions 4 et 10, on est tout près d'aller chercher beaucoup de trafic, avoir un impact important. Lorsque plusieurs produits sont offerts sur un site, il est parfois difficile d'avoir des descriptions complètes. Oui, ça, c'est un point que j'ai pas mentionné tantôt quand je parlais des descriptions. On veut avoir des descriptions qui sont le plus complets possible, sauf que des fois, vous avez un site qui a 1500 produits. C'est très difficile d'avoir des descriptions complètes pour 1500 produits. Donc, souvent, on va avoir des descriptions qui vont être fournies par les fournisseurs, en fait, qui vont être données par les fournisseurs. Et quand on utilise ça, bien, des fois, ça nous limite un petit peu sur la façon dont on peut se démarquer. Donc, mais je comprends parfaitement que des fois, on est dans une situation où c'est ce qu'on doit faire, parce qu'il y a trop de produits. Par contre, quand on a des mots 4 à 10, il y a peut-être certaines sections, une fois qu'on va les identifier, on va voir dans quelques instants comment on fait pour identifier ça, il y a peut-être certaines sections pour lesquelles, OK, là, ça vaut la peine pour cette catégorie de produits-là, ces 15, 20, 30, 40 produits-là, de passer un petit peu plus de temps sur ma description de produits parce que je sais que j'ai beaucoup à gagner en améliorant un petit peu mon référencement organique là-dessus. Donc, les mots-clés entre les positions 4 à 10, comment les identifier? Bon, la première étape, ça va être de produire un rapport de mots-clés qui se situent entre les positions 4 à 10. On fait ça avec les outils, comme je vous parlais tantôt, SEMrush et Ahrefs, par exemple, mais il y en a plusieurs autres qui existent. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si, admettons, je sors un rapport, vous avez, je ne sais pas moi, 150, 200 mots. En passant, c'est un petit peu technique, donc si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les à Sarah, puis je vais essayer de répondre le plus clairement possible à vos questions. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est de sortir les mots-clés entre 4 et 10. Donc, si, admettons, je me retrouve avec 200, 300 mots qui sont dans cette catégorie-là, la deuxième étape, ce que je vais faire par la suite, c'est de catégoriser ces mots-clés-là. C'est-à-dire que ces mots-clés-là vont peut-être vont être attachés à certaines catégories de produits. Par exemple, si vous vendez des épices, bon, mais ça, c'est mes épices, par exemple, fortes, ça, c'est mes épices d'Inde, des épices chinoises ou peu importe ce que vous avez. Donc, l'idée, ça va être de les compartimenter. Et puis là, ça veut dire que vos 200 ou 300 mots vont peut-être se retrouver en 15-20 sections différentes au bout. Une fois que vous avez créé ces 15-20 sections-là, vous allez avoir une information qui va être très pertinente, que le rapport aussi va vous donner, c'est-à-dire qu'il va vous donner le volume de recherche que vous pouvez aller chercher avec ces sections-là. Donc, vos 15-20 sections qui sont en fait un regroupement de tous les mots que vous avez catégorisés. Donc, vous en avez 10 mots-clés dans une catégorie, 20 dans un autre, 12 dans un autre. Vous faites le total du volume potentiel de recherche mensuel. Parce que, comme je vous disais, l'outil vous donne aussi cette possibilité-là. Et puis là, vous évaluez où est-ce que je peux aller chercher le plus de volume potentiel. Ma section 1, ici, les 12 mots me donnent un trafic potentiel de
de 1200 recherches par mois. La section 2, 3000. La section 4, 6000. Et puis là, ma section 12, elle, c'est 9000. Donc là, à 9000 de volume, puis là, présentement, j'ai plein de mots dans le Catadis, ça veut dire que je passe à côté de beaucoup, beaucoup de trafic. Donc, c'est cette section-là qu'on va identifier. Donc, souvent, on va identifier 2 ou 3 sections et on va travailler sur ces sections-là. Donc là, maintenant, on va regarder maintenant comment on fait pour travailler ces sections-là une fois qu'on les a identifiées. Je veux revenir, on a une question ici de Fabien qui demande comment réparer les liens brisés. J'avais parlé tantôt, puis c'est un aspect qui est très important de réparer les liens brisés. En fait, les liens brisés, c'est relativement simple à faire si vous avez accès à votre panneau d'administration. En fait, c'est ce qu'on appelle faire un URL redirect en anglais ou une redirection d'URL en français. Donc, en fait, c'est très simple, c'est qu'on dit, mon ancien URL, c'était celui-là, mon nouveau URL, c'est celui-là. Donc, maintenant, quand j'ai des gens qui vont là-dessus, tu vas juste les rediriger vers ce lien-là. Donc, c'est quelque chose qui est quand même relativement simple à faire. Puis, dans votre panneau d'administration, normalement, ça devrait être quelque chose de relativement facile à trouver. J'ai une question d'Isabelle. Est-ce possible de faire cette étape sans les outils dispendieux? Par exemple, en regardant pour faire de l'achat de mots-clics et valider la popularité avec le prix. C'est une façon de faire, c'est vrai. Moi, je serais plutôt du genre, peut-être, aller voir. Oui, ce sont des indices. Dans le fond, on peut réunir plein d'indices qui vont nous aider. Vous pourriez peut-être aller voir dans votre Google Analytics quelles sont vos pages les plus populaires. Donc, ça vous donnerait peut-être un indice sur où est-ce que vous pouvez ramasser encore plus de trucs. Vous pouvez aussi faire des recherches, regarder parce que vous pouvez faire une recherche dans Google, regarder où votre page se classe. Par contre, il faut comprendre que c'est plus ou moins valide parce que votre recherche à vous va peut-être donner certains résultats. La recherche de quelqu'un d'autre va peut-être donner un autre résultat. Ça dépend de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Ça dépend de la langue de la recherche. Ça dépend de plein de choses. Mais c'est déjà un départ. Donc, vous pouvez aussi regarder, il y a certains outils qui sont gratuits. Généralement, j'aime plus ou moins travailler avec ces outils-là, mais ça vaut peut-être la peine quand même de faire une recherche, voir s'il n'y a pas des outils gratuits qui pourraient vous donner des indices. Parce qu'au départ, je comprends que ce sont des outils qui peuvent être dispendieux. Donc, si vous faites une petite recherche d'outils, de mots-clés gratuits, ça pourrait certainement vous aider. Le trafic sur votre Google Analytics pourrait vous aider. Votre ranking dans Google aussi, où est-ce que vous vous retrouvez présentement, pourrait vous aider. Pouvez-vous renommer les moteurs d'analyse ou nous indiquer où les rechercher? Je ne suis pas certain de comprendre la question, les moteurs d'analyse. Donc, on parle des outils. Si vous parliez des outils de recherche de mots-clés, en fait, moi, il y en a 2 que j'utilise, mais comme je vous disais, il y en a plein. Donc, c'est Ahrefs, donc ahref.com et peut-être avec un S, je ne sais plus. Et il y a SEMrush aussi, qui sont vraiment, selon moi, les 2 principaux, mais il y en a plein d'autres. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être moins chers, que moi, je ne connais pas, qui vont pouvoir répondre à cette question-là. Donc, si ça n'a pas bien répondu à ta question, Nathalie, tu peux juste la reformuler, puis je vais tenter d'y répondre à nouveau. Maintenant, revenons à nos mots-clés entre les positions 4 et 10. Donc là, on a identifié quelle section du site Web on veut optimiser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement la même chose qu'on a fait tantôt, c'est-à-dire qu'on va revoir tous les éléments. Est-ce que les descriptions de produits sont complètes? Est-ce que mes titres SEO sont optimisés? Est-ce que j'ai créé un maximum de pages de collection? Je peux aller voir les sites de mes concurrents. Est-ce que dans cette section-là, j'ai des pages de collection qui répondent vraiment à tous les types de recherches qui peuvent être faits pour ce type de mots-clés-là, pour ce type de mots-clés-là ou cette catégorie de mots-clés-là, par exemple? Est-ce que mes photos ont des alt tags? Ça, c'est un petit élément que je n'avais pas parlé tantôt. Les alt tags, en fait, c'est le nom de la photo. Google ne voit pas les photos, donc on doit l'aider à donner un nom aux photos. Généralement, c'est quelque chose qui est assez simple à modifier. Généralement, ça va se retrouver dans votre page de produit directement où vous insérez les photos. Vous allez avoir un petit onglet alt tag où vous pouvez éditer vos photos, puis vous allez avoir accès à cette option-là.
Est-ce que mes URL contiennent des mots-clés pertinents et ciblés? Les URL, évidemment, les mots-clés que vous utilisez, ça c'est un autre élément qu'on n'a pas discuté tantôt. L'URL, donc l'adresse de la page, est-ce qu'il y a des mots-clés pertinents? Est-ce que c'est vraiment optimisé? Ce qu'on va avoir pour un URL, c'est le moins de mots-clés possible qui décrivent le mieux possible le contenu de la page. Est-ce que tous les produits de ces collections sont offerts en ligne? Ça arrive des fois si vous avez beaucoup de produits. Des fois, ce ne sont pas tous les produits que vous offrez en ligne. Il y en a que vous offrez juste en boutique. Peut-être que ça vaudrait la peine pour certaines catégories de produits sur lesquels vous travaillez. Si vous avez d'autres options d'en ajouter encore plus, bien faites-le parce que ça va vous aider aussi au niveau du référencement. Maintenant, les actions à prendre. Une fois donc on a réoptimisé le site, on a revu ça une deuxième fois, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Définitivement que l'action la plus payante pour vous, ça va d'augmenter le nombre de backlinks vers des produits ou des sections ciblées. Donc, il faut que le backlink, que vous soyez capable de créer des backlinks qui vont pointer soit vers la section que vous voulez dont vous voulez faire la promotion ou soit vers les produits qui font partie de cette section-là. Donc, souvent, avoir une campagne d'influenceurs, c'est une excellente façon d'obtenir des liens rapidement. Puis l'idée aussi, c'est d'être très focus sur ce qu'on veut. Des fois, vous êtes peut-être dans des industries où il y a plein de gens qui vous contactent, vous disent « Ah, j'aimerais ça parler de tel produit ou tel produit. » Bien là, une fois que vous avez une stratégie ciblée, c'est OK, mais tu ne vas pas parler de ce produit-là, tu vas parler de ce produit-là parce que présentement, c'est celui-là dont on fait la promotion, c'est sur celui-là qu'on travaille. Donc, évidemment, comme je vous mentionnais tantôt, si vous avez des influenceurs qui ont des liens sur les médias sociaux, ça n'a pas de valeur au niveau du référencement organique. Ce sont des influenceurs qui ont un blog et qui peuvent pointer vers votre site web. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Une autre option que vous pouvez avoir, si c'est une possibilité pour vous, vous pouvez produire du contenu qui va être en lien avec les collections qui vont être ciblées. Donc, on va parler un petit peu de comment faire un blog, un article de blog, en fait, qui va vous permettre d'aller chercher du trafic pour certaines thématiques. On va voir ça dans quelques instants. Daniel, une question de Sherbrooke. Est-ce qu'on est pénalisé si on reprend la description du fournisseur pour les produits plutôt que d'en rédiger nous-mêmes? En fait, est-ce que c'est l'idéal? Non, ce n'est pas l'idéal. Par contre, dans certaines entreprises, c'est presque impossible de ne pas le faire. Ça dépend du nombre de produits que vous avez. Donc, vous ne serez pas pénalisé, mais ça ne sera pas un bonus pour vous. Parce qu'il faut comprendre que si vous décidez de ne pas prendre la description du fournisseur, bien à ce moment-là, ça veut dire que vous devez la faire vous-même et que cette description-là doit être meilleure que celle du fournisseur. Parce que si elle n'est pas meilleure, ça ne vous aidera pas à aller chercher un trafic ou une différenciation supplémentaire qui va être pertinente. Donc, généralement, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire d'utiliser la description du fournisseur, mais dans certaines situations, je comprends parfaitement qu'on n'aura pas le choix. Petite description de backlink pour les néophytes. Donc, question d'Isabelle. Je reviens sur le backlink encore une fois. En fait, un backlink, c'est n'importe quel lien qui pointe vers votre site web. Donc, c'est important que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est. Donc, il faut que ça vienne d'un site web. Donc, si ça vient des médias sociaux, ça ne compte pas. Si c'est de la publicité, ça ne compte pas. Si c'est du courriel, ça ne compte pas. Donc, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui parle de votre site et qui a un lien, ou d'un de vos produits, par exemple, qui a un lien sur son site qui pointe vers le vôtre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un backlink. Plus il y a des sites importants qui vont parler de vos backlinks, plus la valeur du backlink va être grande. Donc, c'est sûr que si vous avez un article de la presse qui parle de votre entreprise, ça a beaucoup plus de valeur aux yeux de Google qu'un blog, par exemple, qui a 12 visiteurs par mois qui parle de votre lien aussi. Donc, les backlinks ne sont pas tous créés égaux. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Mais c'est vraiment important de comprendre qu'il faut que ce soit un lien qui vient d'un autre site et qui pointe vers votre site à vous. Questions, je viens de répondre à quelques questions. Je pense que pour le moment, on n'en a pas d'autres qui sont en ligne, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le faire. Maintenant,
comment attirer des visiteurs grâce à des articles de blog. On va voir plusieurs choses dans ce petit bloc-là. Les blogs ont plus ou moins bonne réputation. On dirait que ça a été très populaire il y a une dizaine d'années, puis là, on en fait moins. En fait, ça peut être encore un excellent outil pour vous. Il s'agit juste de le faire d'une façon qui va fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les mythes par rapport au blog. Il y a beaucoup de choses qui se disent et qui sont fausses par rapport au blog. On va voir comment bâtir un blog qui attire des visiteurs. On va voir comment trouver des articles de blog, comment le bâtir pour qu'il soit bien référencé, comment améliorer vos articles de blog. Vous avez peut-être déjà un blog. Si vous avez déjà un blog, bien, souvent, une des choses qui peut être intéressante de regarder, c'est de regarder quels articles sont les plus populaires pour vous. Puis, peut-être que si vous avez d'autres articles, bien, vous pouvez réussir à faire un melting pot de plusieurs articles à un article. On va tout voir ça en détail bientôt. Donc, ça vous aiderait, dans le fond, à réduire le temps qu'ils sont investis dans les blogs. Et puis, finalement, comment on fait pour le monnayer, c'est-à-dire comment on fait pour que votre blog se transforme en vente. Donc, fausses croyances à propos des blogs. Donc, les deux croyances les plus populaires ou que j'entends le plus et qui sont fausses, plus vous avez de contenu, mieux votre site va être référencé. C'est faux. Si vous avez plein de contenu mauvais, vous ne serez pas plus référencé. Le nombre de pages que vous avez sur votre site a, sauf dans certains cas, mais en tout cas pas dans le cas d'un blog, pas tant d'influence que ça sur le référencement organique. Et puis, une autre chose que j'entends très souvent, vous devez mettre en ligne des blogs fréquemment, parce que Google aime ça le changement, donc on doit mettre des blogs souvent. En fait, c'est pas vrai, ces choses-là. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de clients qui vont mettre un article, qui vont mettre 2 ou 3 articles de blog par année. Puis ces articles-là vont aller chercher 2000, 3000, 4000, 5000 visiteurs à chaque mois. Puis ils n'en mettront pas d'autres. Donc, moi, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que dans cette section-là, je parle des articles de blog, mais dans un but de référencement organique. Donc, c'est-à-dire attirer des gens sur votre site. Il y a des blogs que j'appellerais qui sont plus des blogs de médias sociaux, donc des choses qui sont un petit peu plus viral et qui vont attirer plus l'attention, qui vont être une autre chose complètement. Donc ça, ce sont des articles qui vont attirer beaucoup de gens par les médias sociaux, par exemple, sur votre site. Ça peut être très positif pour vous aussi, mais moi, je parle vraiment d'articles qui vont aller chercher du trafic par Google. Donc, des gens qui vont taper des recherches dans Google, qui vont tomber sur vos articles de blog à vous. Donc, on va passer à ça dans quelques instants. Je veux juste revenir, Karine, qui a une question sur les alt tags. Donc, pour revenir sur les alt tags, en fait, un alt tag, c'est quoi? Un alt tag, c'est le nom d'une photo. Donc, comme je mentionnais tantôt, Google, lui, ne voit pas les photos et il n'a aucune idée du contenu. Donc, le alt tag, en fait, c'est de donner un nom à la photo. Donc, l'idée, c'est d'être le plus précis possible. Donc, si vous vendez un manteau d'hiver marque XYZ pour homme, bien, ça peut être exactement ça, le alt tag de votre photo, manteau d'hiver XYZ pour homme. Donc, ça, l'idée de ça, c'est que ça vous aide à avoir une page qui fait plus de sens, parce que là, vous allez avoir un titre SEO, vous allez avoir une description, vous allez avoir des alt tags pour les photos, vous allez même avoir un URL qui vont tous faire du sens parce qu'ils vont tous se concentrer et utiliser les mêmes mots-clés. Donc, tout ça fait que votre page fait plus de sens, va faire plus de sens au total. Les alt tags aussi, un autre des aspects très positifs de ça, c'est que ça vous permet d'être référencé pour des sites, pour les recherches de photos. Comme par exemple, si ça arrive des fois pour certains sites de recherche que Google va montrer des photos, bien, quand vous avez des alt tags pour vos photos, bien, ça vous aide beaucoup à vous référencer pour ce genre de recherche-là. Puis pour des produits visuels comme des vêtements, des souliers, etc., c'est sûr que Google va souvent donner des résultats photos, donc les alt tags sont encore plus importants dans cette optique-là. Donc, maintenant, on revient au blog. Bâtir un blog qui attire des visiteurs. En fait, il y a deux choses. Je reviens sur les alt tags. Est-ce qu'on met des espaces, des traits d'union ou des barres de soulignement entre les mots? On met des traits d'union. Mettez des traits d'union, c'est ce qui est le plus couramment utilisé. Il faudrait que je vérifie, mais je pense que vous ne pouvez pas mettre d'espace. Je pense que c'est comme un nom de fichier, donc il ne vous laissera pas mettre d'espace. Donc, faites juste insérer un trait d'union. Puis, faites d'ailleurs la même chose si vous avez des URL et que vous voulez vous concentrer sur les mots-clés. N'utilisez pas les underscores, vraiment utilisez
les traits d'union. Si j'avais à résumer ma stratégie pour les blogs, je le résumerais ça dans les 2 points que vous voyez présentement. Donc, traiter de sujets qui ont un grand volume de recherche, créer des articles de blog très complets, meilleurs que ce qui existe présentement sur le web. Donc, traiter de sujets qui ont un grand volume de recherche. Si, je ne sais pas, moi, vous êtes une agence de voyage, puis que vous faites un blog sur, je ne sais pas, moi, mes dernières vacances au Mexique, admettons. C'est sûr que ça peut être un contenu qui peut être intéressant pour les médias sociaux, par exemple, qui va peut-être attirer l'attention. Sauf que ce n'est pas un contenu qui va attirer beaucoup de visiteurs sur une base régulière. Pourquoi? Parce que personne ne va rechercher mes dernières vacances au Mexique dans Google. Peut-être que si on pense, par exemple, aux agences de voyage, peut-être des recherches qui vont être fréquemment faites, c'est quelles sont les précautions médicales, par exemple. C'est populaire ces temps-ci. Quelles sont les précautions médicales à prendre, les 10 précautions médicales à prendre avant votre prochain voyage au Mexique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du evergreen content. Donc c'est du contenu qui va toujours susciter un volume de recherche, peu importe le moment de l'année. C'est sûr que des fois, il peut y avoir des choses qui sont un peu plus saisonnières, mais c'est du contenu pour lequel il va toujours avoir de la recherche qui va être faite. Donc, vous voulez trouver dans votre industrie quels sont ces evergreen content-là. Donc, donc, on veut s'assurer qu'il y a un grand volume de recherche. L'autre chose qu'on veut faire, c'est de créer des blogs qui sont ultra complets. Donc, donc vous devez avoir un article qui va être très complet et un peu comme pour la description de produit, qui va répondre au plus de questions possibles pour les visiteurs. Donc, c'est important qu'à ce moment-ci, on n'essaie pas de vendre, on essaie juste de faire un blog qui est le plus informatif possible. Donc, je reviens à trouver la thématique d'article de blog. Donc, une des choses que vous pouvez faire, consulter le trafic organique des pages déjà existantes. Je reviens à mes outils encore de référencement organique. On peut évaluer le trafic qui est sur une page en particulier d'un site web, du vôtre, mais aussi de n'importe lequel. Donc, si vous faites des recherches, il me semble que cette thématique-là, il y aurait un volume de recherche. Bien, faites une recherche dans Google, regardez qu'est-ce qui sort, regardez le trafic qui sort de ces articles-là. Et puis, ça va déjà vous donner une bonne idée de qu'est-ce qui peut être fait. Ensuite, si vous faites des recherches, par exemple, vous pouvez taper des mots-clés ou des idées de recherche que vous avez. Puis vous pouvez aussi consulter les suggestions de Google. Quand vous faites une recherche dans Google, vous avez peut-être déjà remarqué qu'au bas, vous allez avoir des recherches qui sont reliées. Donc, ça va vous donner d'autres idées de recherche qui sont en lien avec la recherche que vous venez de faire et qui pourraient avoir un volume de recherche potentiel qui va être intéressant pour vous. Ensuite, tentez de trouver quelles sont les premières étapes de recherche dans le processus d'achat de vos clients. Donc, si l'idée avec ça, en fait, c'est que vous allez être capable, je reviens avec mon tunnel d'acquisition, le blog va vous permettre d'acquérir beaucoup de gens qui vont être dans le haut de votre blog, de votre thématique. Parce que les gens qui vont consulter les blogs, souvent, vont être en début de recherche de produits. Donc là, à ce moment-là, si vous êtes capable d'identifier c'est quoi les premières étapes, c'est quoi les premières questions que les clients peuvent se poser, c'est là que ça va vous assurer d'aller chercher un maximum de gens. Et évidemment, traiter de sujets qui sont en lien avec vos produits. Si vous êtes une agence de voyage puis que vous faites un blog sur comment installer une poignée de porte, ça va peut-être être très pratique pour vous, pour les gens qui vont le consulter, mais pour vous, ça vous amènera aucun trafic qui va être intéressant. Donc, c'est important d'aller chercher des gens qui, par la bande, vont peut-être avoir un lien avec les produits que vous avez. Des fois, c'est difficile d'aller le chercher directement, mais vous pouvez peut-être aller le chercher par la bande. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Bâtir un article bien référencé. La chose la plus importante pour bâtir un article bien référencé, c'est le titre de votre article. Donc, le titre SEO de votre article, la petite ligne bleue dans Google. Si vous avez une bonne ligne bleue, bien, c'est là que vous allez chercher du trafic. Et puis, donc, ce qui va souvent fonctionner, ça va être des top 10, les 10 meilleures façons
comment installer une poignée de porte facilement, etc. Ce genre d'article-là. Donc, regardez qu'est-ce qui se fait encore, puis soyez et agissez en conséquence, dans le fond, pour essayer d'aller chercher du trafic en soyant imaginatif. Une autre chose que vous devez faire, vous devez faire le meilleur article qui existe sur le web. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez aborder tous les sujets qui sont reliés à votre article. Donc, si je reviens à mon article de poignée de porte, comment poser une poignée de porte, bon, ben, quelle sorte de porte vous avez? Est-ce que c'est une poignée de porte intérieure ou extérieure? Est-ce qu'il y a une serrure? C'est quoi les marques? Est-ce qu'il y a une différence entre les marques? C'est quoi les normes de sécurité pour les poignées de porte? Donc, tous ces aspects-là doivent être abordés. Parce que, un peu comme pour les pages de produits, Google, des fois, on lui pose une question, il ne sait pas exactement c'est quoi la question exacte qu'on lui pose. Alors, il nous dit, ben, je vais t'envoyer vers cette page-là, parce que cette page-là a plein de trafic, puis vu qu'elle a, pas elle a plein de trafic, mais elle a un contenu qui est très, très complet. Donc, c'est comme ça qu'on va chercher beaucoup de trafic. Puis, ajouter plusieurs liens sortant vers d'autres sources d'informations pertinentes ailleurs sur le web. On n'oublie pas à ce moment-ci, ce qu'on veut, c'est que le client soit informé le mieux possible. On n'essaie pas de vendre aux clients. Le but, c'est d'être le plus relevant possible pour le client. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des sources d'informations extérieures qui pourraient être pertinentes pour explorer plus d'autres sujets, mettez-les dans votre blog, mettez des liens sortants. C'est pas quelque chose qui va vous nuire. Vous pouvez recycler vos articles qui sont déjà existants, comme je vous mentionnais tantôt. Vous avez peut-être des articles sur votre site qui vont chercher beaucoup de trafic. Si ces articles-là existent déjà, bien, peut-être que vous pouvez les améliorer. Peut-être que vous avez 2-3 articles qui parlent de la même chose, puis que vous pourriez faire un merging de tous ces articles-là et en faire un plus gros. Si vous avez un plus gros article qui couvre plus de points sur une même thématique, il y a de très bonnes chances que vous alliez chercher plus de trafic de cette façon-là. N'oubliez pas de faire des redirections. Des fois, en fait, la façon de faire, c'est si vous avez 3 articles, il y en a un qui a beaucoup de trafic, les 2 autres un petit peu moins sur la même thématique. À ce moment-là, celui qui a le plus de visites déjà, ça va être mon article principal. Je vais prendre les 2 autres, je vais les fusionner à mon autre et je vais faire des redirections pour que mon ancien article pointe maintenant vers mon nouveau, qui est mon article, qui devient mon nouvel article principal. Ça ici, c'est un petit graphique qui vous montre, parce que un des aspects, c'est que parfois, c'est long d'être bien référencé dans Google. Ce n'est pas quelque chose qui va être instantané, particulièrement pour les pages d'articles de blog. Ça vous montre une petite statistique. En fait, ça dit quoi? En gros, ça dit que si vous voulez être en page 1, généralement, ça fait plus, il y a moins que 2% des pages, des nouvelles pages qui existent sur le web, qui sont classées en position numéro 1, qui ont moins d'1 année d'existence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, ce que vous allez faire, si vous avez un article qui est bien, un article de blog qui est bien référencé puis qui est bien optimisé, vous pouvez penser que ça va vous donner 3 à peut-être 6 mois pour aller chercher un maximum de trafic. Par contre, il y a des choses que vous pouvez faire pour améliorer ce processus-là. Donc, une des choses que vous pouvez faire pour accélérer vos résultats, vous allez voir, ça ressemble beaucoup à améliorer les résultats de référencement organique sur votre site. Donc, vous pouvez faire une campagne promotionnelle pour votre article. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous pouvez diffuser, si vous avez des blogueurs ou des gens que vous connaissez qui ont des sites et qui pensent que si vous avez créé un outil de référence qui est intéressant, mais peut-être que ces gens-là pourraient dire « Ah, ben j'ai vu cet article-là qui est vraiment intéressant puis qui vous informe bien sur telle thématique », puis ils vont pointer vers votre site web. Plus vous avez de liens entrant vers votre article, plus ça va être facile pour vous d'aller chercher du trafic organique. Vous pouvez le diffuser sur vos médias sociaux, évidemment, envoyer des gens sur votre site. Vous pouvez demander à vos partenaires d'afficher votre article sur leurs médias sociaux à vous, leurs médias sociaux aussi. Des fois, vous avez des fournisseurs, vous avez des gens. Plus vous allez créer de trafic sur votre article de blog, plus vous avez de chances qu'il y ait des articles, qu'il y ait des liens, des backlinks qui soient créés de façon organique, c'est-à-dire sans que vous ayez à les travailler. Vous pouvez envoyer une infolette si vous avez une infolette. Si vous n'avez pas d'infolette, ayez-en une. Si vous avez une infolette, faites la promotion de votre article de blog aussi par votre infolette en l'envoyant une fois de temps en temps. Et puis, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur une base relativement régulière. À tous les 3-4 mois, vous pouvez le remettre sur vos médias sociaux ou quand ça devient plus dans une période qui
qui correspond à l'article. Peut-être qu'il y a certaines périodes dans l'année qui sont meilleures que d'autres, cet article-là. Quand c'est le temps, quand cette période-là arrive, bien, vous le remettez sur vos médias sociaux. Maintenant, comment monnayer le trafic d'un blog? Si vous avez beaucoup de trafic sur votre blog, voici ce que ça peut avoir l'air. Évidemment, ça va aborder beaucoup de choses supplémentaires pour lesquelles on n'a pas discuté aujourd'hui, mais ça vous montre en fait qu'est-ce que vous devez faire. Si j'ai beaucoup de gens qui viennent sur mon site web, bien, ce que je veux, c'est avoir leur adresse courriel. Donc, idéalement, si vous leur faites une offre qui est reliée peut-être à du contenu supplémentaire, un pop-up qui est relié au contenu pour lequel ils consultent, ça peut être carrément un rabais pour votre boutique si vous avez des produits qui sont reliés. Ce que vous voulez, en fait, c'est aller chercher l'infolettre et puis ensuite vous assurer qu'il y a un suivi automatique qui va se faire par la suite jusqu'à ce que cette personne-là devienne un acheteur. Ça, c'est une stratégie qui est relativement avancée, sauf que quand vous avez 2000, 3000, 4000 visiteurs sur un blog à chaque mois, ça vaut la peine de mettre ça en place définitivement. Maintenant, c'est déjà complet. Je veux vous mentionner, donc si vous avez des questions, maintenant c'est le moment de le faire. Sinon, je veux vous mentionner, comme je vous ai mentionné au début, que si vous pouvez envoyer vos questions à mon adresse courriel qui est affichée présentement et vous pouvez aussi aller sur mon site web mamarketing.ca si vous voulez me rejoindre pour d'autres questions. Je vais prendre quelques questions ici. Donc, j'ai une question de Marie-Claude. Si on a des articles présentement sur notre blog qui n'ont pas rapport avec ce que l'on vend, est-ce qu'on est mieux de les supprimer du blog? C'est une bonne question. Généralement, quand vous avez des pages qui ne vont pas chercher de trafic, une des choses que je vais conseiller, ça va être d'éliminer ces articles-là. Par contre, pour certaines entreprises, il y a comme un aspect, ça fait partie de votre brand, d'avoir certains contenus, certains types de contenus, parce qu'il ne faut pas penser que parce que le contenu ne va pas chercher de référencement organique, que ce n'est pas du bon contenu. Peut-être que ça va vous aider avec votre brand ou vos valeurs ou ce genre de choses-là. Vous pouvez, je conseillerais dans cette optique-là de les laisser là. Si on pense que c'est plus ou moins relié aux valeurs puis que c'est pas vraiment relié à vos produits puis que vous n'allez pas chercher de trafic, possiblement que ce serait une chose à faire. En fait, des fois, une des stratégies qu'il y a, c'est qu'on peut enlever déjà beaucoup de pages, puis là, je parle pas seulement des blogs, on peut enlever beaucoup de pages sur des sites. Quand on voit qu'il n'y a pas de trafic, des fois, ça va aider pour le référencement organique. Par rapport au blog, est-ce que des vidéos sur YouTube, ça peut faire le job aussi? Une question de Chantal. En fait, c'est une excellente question, Chantal. En fait, l'idéal, c'est les deux. Faites un blog sur YouTube, faites un article de blog. Puis ce que je vous conseillerais même encore plus, c'est que si vous faites un article de blog, ben vous pouvez avoir la version vidéo de ce blog-là carrément en haut de votre article. Donc, on arrive sur votre article, vous avez la vidéo YouTube, vous avez ensuite la version écrite de votre blog, et puis vous pouvez mettre ce vidéo-là sur YouTube, et puis vous allez aller chercher deux canaux de trafic différents. Maintenant, est-ce que le choix de la plateforme de e-commerce choisie, par exemple Shopify, Squarespace, influence la qualité du référencement? En fait, généralement, je vous dirais que non. C'est sûr qu'il y a certains articles, peut-être certains outils qui vont être mieux appropriés que d'autres, mais je vous dirais que j'aurais de la tendance à avoir de la difficulté à dire que de déconseiller telle plateforme par rapport à telle plateforme. Généralement, en fait, ces plateformes-là vont avoir une structure qui va être très bien bâtie et qui va faire que vous allez être capable d'avoir un article qui va être bien référencé. Les choses de base dont vous allez avoir besoin, généralement, vont tous se retrouver, c'est-à-dire pouvoir modifier votre article SEO, avoir une mise en page qui est normale, pouvoir modifier vos URL, les alt tags pour les photos. Ce sont tous des choses que vous pouvez avoir à la base sur à peu près n'importe quel outil. Donc, c'est pas, dans certaines situations, on peut peut-être conseiller de changer ça, mais je vous dirais que généralement, ce n'est pas quelque chose qui devrait être une préoccupation pour vous.
Autre question, si mon blog est dans un sous-domaine, est-ce que ça permet quand même d'optimiser mon site où je devrais rapatrier le contenu directement sur mon site transactionnel? C'est une excellente question. En fait, j'évaluerais est-ce que vous avez du trafic sur votre sous-domaine ou pas. Ce serait la première chose que je ferais. Ensuite, vous pouvez, une des façons de pallier à ça, si vous n'avez pas de trafic sur votre site web, puis que sur votre sous-domaine, puis que vous voudriez le mettre sur votre domaine principal, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de mal qui peut arriver. Donc, c'est ce que je vous dirais là, par rapport au sous-domaine. Donc, est-ce que je devrais rapatrier le contenu? Je vous dirais que généralement, ça serait mieux de l'avoir sur votre domaine principal. Mais si ce n'est pas le cas, votre sous-domaine pourrait aussi avoir plusieurs liens qui pointent vers votre site web principal. Il faut comprendre que si vous avez le même menu en haut, en fait, c'est ce que je vous conseillerais à la base, c'est que peu importe que je sois sur le blog ou votre site web, j'ai le même menu à la base, c'est-à-dire que je peux passer directement à vos produits ou à vos services, peu importe que je sois dans le blog ou dans votre site web régulier. Donc, une question de Marie-Pierre maintenant. Tout ce dont vous avez parlé au niveau des meilleurs mots, est-ce que pour les méthodes title et pour les méthodes description, de doit mettre autant d'énergie pour les deux? En fait, la méthode title, ça serait vérifié, mais je pense que souvent, ça va être considéré comme le titre SEO. Il y a tellement de termes qui sont utilisés pour ça, ça serait vérifié, mais si c'est le titre SEO, oui, c'est important. La méthode description, en fait, c'est quoi la méthode description? C'est quand vous faites une recherche dans Google, vous avez des mots qui se retrouvent en bas de votre ligne bleue. Donc, la ligne bleue que vous pouvez cliquer, c'est votre titre SEO. La méthode description, ce sont les caractères qui sont en dessous. En fait, les mots-clés que vous utilisez dans votre site SEO, pas dans votre site SEO, mais dans votre méthode description, n'ont aucune influence sur votre site SEO. Ce que vous voulez essayer de faire avec une méthode description, c'est d'avoir un petit pitch de vente, si je peux dire, pour encourager les gens à cliquer sur votre site. Donc, souvent, ce que je vais conseiller, c'est d'avoir les deux premières phrases, par exemple, de la description de votre produit avec un call to action par la suite. Donc, commander en ligne, livraison gratuite, ce genre de choses-là que vous pouvez mettre. Il faut comprendre que la méthode description, c'est une suggestion que vous faites à Google. Donc, ça se peut que Google décide qu'il va prendre un autre extrait de votre page qu'il va utiliser pour mettre en méthode description. Donc, la méthode description, est-ce que c'est important? Oui. Est-ce que c'est primordial? Non, c'est bien de le faire. Si vous pouvez avoir des méthodes de description, faites-le, mais ce n'est pas l'élément le plus important en SEO. La seule façon que ça peut vous aider, en fait, c'est si vous avez tellement de bonne description, puis que les gens vont avoir plus tendance à cliquer sur votre lien. Si les gens ont plus tendance à cliquer sur votre lien, peut-être que ça va faire passer votre titre en haut, mais les mots que vous utilisez n'ont pas d'importance. J'ai des fournisseurs qui m'indiquent comme distributeur pour eux. Est-ce un backlink? Lorsqu'on cherche par le localisateur de boutique. En fait, donc ça, c'est une question de Manon. En fait, la question c'est est-ce que si je suis dans le localisateur de boutique, est-ce qu'il y a un lien, est-ce que je peux cliquer dans ce localisateur de boutique pour que je puisse arriver directement sur votre site web? Si la réponse est oui, c'est un backlink. Si la réponse est non, ou s'il n'y a pas de lien qui existe, qui viennent de ce fournisseur-là, à ce moment-là, vous n'avez pas de backlink qui vient de là. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes présent sur le site que ça veut dire que vous avez un backlink. Il faut vraiment qu'il y ait un lien là, que je peux cliquer, me rendre sur le site. Une question d'Eugénie maintenant. Suite à ces différentes optimisations, à quelle fréquence et de quelle manière suggérez-vous de vérifier le référencement de notre site page collection? En fait, ce que je vous conseillerais, ce serait de regarder ça à chaque mois. Vous devriez avoir un rapport, puis en fait, ce que vous devriez faire, c'est aller dans votre Google Analytics, puis aller regarder si vous avez des résultats concrets d'amélioration de votre référencement organique. Je vous dirais que donnez-vous au moins 2 mois pour dire que vous allez commencer à avoir une différence. Donc, pour les deux, c'est sûr que si vous voyez une baisse, ben là, il y a de quoi que vous n'avez pas fait correct. Si vous ne voyez pas de différence, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça se peut aussi que si vous aviez quand même certaines défaillances majeures, vous allez commencer à avoir une amélioration, des fois après 2 ou 3 semaines déjà. Maintenant, à quelle fréquence on devrait vérifier ça? Moi, je vous conseille à chaque mois. En fait, allez dans votre Google Analytics. Je pense que c'est dans Acquisition, Canaux,
vous allez pouvoir voir exactement combien de gens viennent sur votre site et qui proviennent du référencement organique. Donc, allez voir ça sur une base régulière à chaque mois pour voir est-ce qu'il y a une amélioration. Puis faites la même chose aussi si ça se peut que vous ayez un fournisseur qui travaille pour vous pour votre référencement organique. Bien, s'il travaille sur votre référencement organique, est-ce que vous avez plus de visites? Est-ce que vous avez plus de ventes par rapport à votre référencement organique? Donc, allez-y sur votre Google Analytics, allez la chercher l'information, puis mesurez-la. Sinon, peut-être que vous travaillez dans le vide. Une dernière question parce qu'on commence à être à court de temps. Sous-domaine égale 2 comptes distincts français et anglais pour Shopify. Meilleure façon de procéder avec une app de traduction. Donc ça, c'est une question de François. En fait, ce que François veut dire, c'est est-ce que c'est mieux d'avoir 2 noms de domaine différents carrément, ou c'est-à-dire d'avoir 2 comptes différents, un compte Shopify pour le français, un compte Shopify pour l'anglais, ou d'avoir un site web Shopify qui, lui, va utiliser un outil de traduction français-anglais. Je vous dirais qu'il n'y a pas de mauvaise réponse à ça. Il y a des pour et des contre dans chaque version. Je vous dirais que ça dépend, en fait, si vous utilisez beaucoup d'applications. Dans Shopify, il y a beaucoup d'applications que vous pouvez ajouter pour améliorer votre référencement. Si vous utilisez beaucoup d'applications, ça se pourrait que vous utilisiez des applications qui ne sont pas compatibles avec les outils de traduction. Donc, à ce moment-là, ça va faire que peut-être que ça va peut-être vous causer quelques maux de tête. Donc, ça serait à vérifier. Ce serait une des premières choses que je vérifierais. Si vous n'avez pas ce genre de problème-là, bien, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement utiliser un site web avec le référencement, mais comme je vous expliquais tantôt, c'est important d'utiliser une application de traduction et que cette application-là dirige vers des sous-domaines différents. L'erreur que je vois beaucoup, c'est que c'est des gens un programmeur qui va dire « Ah, ben c'est facile, on va modifier ça dans le code HTML, ça va être français-anglais. » Donc, pour le visiteur, ça ne fait aucune différence. Donc, quand on clique sur français, quand on clique sur anglais, on a la page, tout est beau. Sauf que pour Google, lui, il ne voit qu'une version de la page. Donc, ça fait que vous avez perdu votre trafic organique carrément pour une très grosse partie de votre clientèle, là, pour une des 2 langues. Donc, ça, c'est l'erreur qui est vraiment à éviter. Donc, les questions non répondues, je sais qu'il y avait d'autres questions. On va répondre à ça par courriel. Donc, vous avez le courriel juste devant moi où je pense en fait que les questions vont m'être dirigées. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. J'espère que j'ai réussi à vous motiver à faire votre référencement organique. Comme je disais en début, ce que tout le monde me dit, c'est « Ah, j'ai pas de temps pour mon référencement organique » parce que oui, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est quelque chose, premièrement, vous avez le temps de le faire présentement, puis vous pouvez, vous allez pouvoir avoir des résultats, puis c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, vous avez les outils pour le faire, puis vous avez les outils pour le mesurer aussi. Donc, bonne poursuite dans vos ventes web, puis j'espère que je vous ai aidé à vous motiver et que j'ai réussi à vous divertir un petit peu, malgré que c'était beaucoup de matière ce vendredi après-midi. Donc, merci beaucoup. Puis j'aimerais une dernière fois remercier le CQCD, donc le Conseil québécois du commerce de détail, pour avoir offert ce webinaire gratuit-là. Merci beaucoup.